Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Elle est ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Bonjour Marlise de Branchu. Bonjour. Bienvenue et tâchons de passer ensemble une bonne matinale sur Radio Classique en évitant aucun sujet. Est-ce que la réunion du Congrès est compromise, d'après vous, qui avait été garde des Sceaux? Alors, c'est une des premières fois que vous exprimez sur ce sujet. Mercredi, on est avant le Conseil des ministres. Je pense qu'il y a eu énormément d'efforts de fait des deux côtés d'ailleurs, à la fois du côté des parlementaires, socialistes en particulier, mais aussi des autres partis politiques, et je pense aux Républicains. Qui sont extrêmement divisés. Qui sont très divisés depuis le début. Très divisés depuis le début, à la fois divisés sur la notion du symbole et de la déchéance elle-même. Je pense à Patrick Devedjian qui a conduit... qui est maintenant rejoint par Fillon, NKM et d'autres. Voilà, et... honnêtement, j'ai vu Jean-Jacques Urvoisière, mais très très rapidement. J'ai pas eu le temps d'échanger longtemps. Le nouveau garde des Sceaux. Je pense qu'il y a un vrai travail pour essayer, effectivement, d'enlever tout ce qui a pu crisper. Le mot apatride, par exemple, hier matin, qui dans le texte, puisqu'il y avait une référence aux apatrides, il y avait forcément une référence aux binationaux. Donc il y a un travail pour essayer de dire, est-ce que quelqu'un qui tire sur la République en tirant sur les citoyens peut garder la nationalité? On garde cette espèce d'affirmation lourde, forte. Et pourquoi on passe pas à la déchéance nationale? Alors, c'est ce que, par exemple, propose Olivier Faure. On supprime certains droits et on ne supprime pas la nationalité. On supprimera certains droits de toute façon, mais on laisse aux juges maintenant la possibilité d'avoir une peine complémentaire et éventuellement de le faire. C'est quelques cas. Peut-être que le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on en parle beaucoup trop, mais c'est quelques cas de gens qui, dans des situations particulières, ont organisé quand même ce qu'on a vu malheureusement en novembre dernier, après janvier, qui ont aucun respect de ce qu'est la République et notre pays. Et je pense que c'est le fait générateur de ce texte. Maintenant, il y a un débat parlementaire. Je pense que si on pouvait retrouver sérénité tous, le rôle de l'exécutif avec le président de la République a été de proposer ce texte. Ça commence dans 2 jours, vous l'avez dit vous-même. Je l'ai dit moi-même. D'autant que, je vous rappelle, et j'en suis persuadée aujourd'hui, s'il n'y avait rien eu, c'est-à-dire aucune proposition du président de la République, on aurait eu cette espèce d'onde qui serait restée au-dessus de nous. Ils n'ont pas proposé la déchéance de nationalité, ils n'ont pas proposé la déchéance de nationalité de la droite, de l'extrême droite, une tentative d'opposer les Français les uns aux autres. Au fond, quel que soit le résultat... Donc il fallait le faire, il faut le faire, vous nous dites ce matin. Moi je pense qu'il faut le soumettre au Parlement. Après, on s'en tient à ce que dira le Parlement. Mais honnêtement, est-ce qu'il fallait garder cette perspective qui aurait ouvert un commentaire permanent sur toutes les chaînes de radio et les autres médias qui auraient été... Ils n'ont pas osé proposer la déchéance de la nationalité. Mais est-ce qu'il fallait transformer ça en modification de la Constitution? Je pense que... Soyez franche. Mais moi, je suis franche parce que je suis membre d'un gouvernement. Et quand on est membre d'un gouvernement, on est forcément solidaire de son gouvernement. Et du président et du Premier ministre. Je crois que si vous parlez d'échéance de nationalité, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Vous ne pouvez pas le faire avec une simple loi, c'est ce qu'il faut dire aux auditeurs. Et donc l'idée était de dire, la Constitution française, elle est quoi? Elle est le texte fondamental de la République. Elle parle aux Français, elle doit parler à ceux qui à un moment donné sont tentés par des mouvements, et ils sont nombreux, tentés par des mouvements qui veulent mettre la République à genoux. Donc le texte fondamental répond à cela. Les socialistes sont divisés. Ils ont voté, par exemple, il y a 78 élus qui ont voté la proposition que je vous soumettais tout à l'heure d'Olivier Faure de déchéance nationale et pas de déchéance de nationalité. Vous avez les Républicains, ils sont 196, ils sont partagés en 3. Vous avez l'UD, ils sont 29, ils sont partagés. Vous avez les écolos, ils sont 18, ils sont partagés. Les radicaux de gauche, ils sont 18, ils sont partagés. Plus le front de gauche, etc., etc. Donc les 3/5, il y en a pas ce matin. Aujourd'hui, moi, ce qui me semble important, et c'est même intéressant de vous écouter et de le lire, il y a un débat en France, il y a un débat transpartisan en France sur un sujet. Il y a un débat au milieu des parlementaires dans la suite des propositions du président. Les Français dans la rue, pardonnez-moi, mais ils sont plutôt favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Mais en allant prendre leur café ce matin, c'est pas ça qu'il est... Alors, peut-être qu'on en parle trop, c'est ce que je vous disais à l'instant. Même Rocard considère que c'est absurde d'avoir pris tant de temps
autour d'un sujet qui n'est pas majoritaire pour la France d'aujourd'hui. Alors sur ce point, ce que j'ai déjà dit, et je le dis depuis le départ, peut-être qu'il faut arrêter d'en parler tout le temps et attendre le vote du Parlement, ce serait quand même une bonne idée. Maintenant, qui en parle tout le temps, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, moi aussi j'en parle. Donc peut-être qu'on a tort collectivement, et vous et moi et d'autres. Il faut maintenant prendre acte que le président de la République a entendu que cette proposition resterait. Vous savez, ces espèces d'ondes qui flottent. Moi, j'ai connu ça dans le débat public et qui opposent les Français les uns aux autres. Il a dit, on y va, d'accord. On me demande la déchéance de nationalité, mettons-la en débat. Il l'a mis en débat. Et moi, je pense qu'on ne regrettera pas ce débat, quoi qu'il arrive. Mais il est grand et vacciné, il est président de la République. S'il veut prendre une décision, il a proposé le débat. C'est ce que proposait l'opposition. C'est ce que lui reproche le PS en partie. Il a proposé politiquement un débat. Nous sommes aujourd'hui à un moment où on va aller au Parlement. Franchement, on laisse le Parlement décider. Et puis, peut-être qu'il faudra aussi parler d'autres choses, parce qu'il y a d'autres cas. Et quand on voit les chiffres sur les jeunes qui se lanceraient dans le djihadisme ou autres mouvements qui mettent à bas la République, c'est vrai qu'on est très inquiet. Pratiquement 9000 personnes, c'était à la une du Figaro ce matin. On va en parler dans un instant. Je voudrais revenir, non pas au cas de François Hollande, mais à sa situation politique. Le dernier IFOP Paris Match montre, alors là, vous voyez, je prends mon temps, qu'il baisse brutalement de 10 points. Est-ce que vous pensez sérieusement que dans ce contexte, il va pouvoir se représenter ? C'est-à-dire que plus ça va, plus le contexte est tendu, même sur le plan militaire, ce qui en général profite au président de la République, puisqu'une intervention en Libye est envisagée, même si elle n'est pas du tout réglée, et il n'arrête pas de s'effondrer. Je vais vous dire, moi j'ai toujours vu comme vous des sondages. Je me souviens de sondages largement avant toutes les présidentielles. On a toujours fait ça. On a toujours eu des situations de ce genre. Il est le seul exposé de tous les candidats, entre guillemets, putatifs ou potentiels. Les autres ne sont pas exposés. Les autres sont tranquillement en train de faire des livres, de faire des propositions pour un après dans lequel il y aurait peut-être pas de terrorisme, moins de chômage, etc. Il y a une différence. Non, mais il est quand même le seul exposé. Il est le seul exposé. Et je pense qu'à partir du moment où vous êtes exposé tous les jours à des choses aussi lourdes, c'est pas loin le 13 novembre. On fait comme si, on fait tous, on cherche tous cette résilience ensemble. Effectivement, nous ne sommes que un mois et demi, 3 semaines après, 2 mois et 3 semaines après des drames terribles. Et le seul qui soit totalement exposé, c'est le président de la République avec son Premier ministre. Donc moi, je trouve normal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, moi aussi, je vais à la rencontre des citoyens. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas envie de me parler de déchéance de nationalité. Ils ont envie de me parler du chômage. Ils ont envie de me parler des enfants. Ils ont envie de me parler de l'école. Ils ont envie de me parler des services publics. Les agriculteurs sont en colère. Les fonctionnaires réclament une augmentation du point d'indice. Quand vous prenez l'agriculture, c'est le fait générateur majeur. C'est la fermeture du marché russe après une. Oui, je pardonnez-moi parce qu'il faut un peu de cohérence. Je voudrais terminer sur cette histoire du président de la République. Il est bas dans les sondages parce qu'il est le plus exposé. Je vous permettez que je vous soumette une hypothèse et après on va passer à autre chose. Tout ce que vous racontez et vous expliquez ce matin, sur un paysage politique où des présidents ont été confrontés, disons, à un hiver de popularité. Mais c'était vrai parce que c'était le septennat avec la cohabitation. Maintenant, le quinquennat, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'occasion de se refaire dans un quinquennat. C'est pas du tout la même situation politique. Vous avez suffisamment d'expérience pour le savoir. Regardez Nicolas Sarkozy, il était donné perdant par les sondages à partir de 2008. Il n'a jamais pu remonter la pente malgré la présidence européenne, la résolution de la crise de Géorgie et 2 crises économiques. Hollande se débat peut-être, mais peut-être qu'il y a une... D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Sarkozy dans son livre. Peut-être qu'il y a non pas une malédiction du septennat, du quinquennat, mais un quinquennat qui se passe mal au début est irrattrapable. Et c'est peut-être ce qui se passe dans les sondages. Les Français ne veulent plus de lui. Ils l'ont réglé il y a 2 ans. C'est votre avis, c'est pas le mien. Moi, je reste persuadé. Il n'y a pas de malédiction du quinquennat. Il y a pas. Alors, il y a une difficulté du quinquennat. J'ai toujours pensé, je l'ai pensé dès le jour où on l'avait voté. Il y a toujours une difficulté parce que, effectivement, c'est un mandat court et c'est un mandat qui est suivi de législative. Il y a toujours une difficulté. C'est pour ça qu'une partie de la gauche propose des primaires. On considère qu'un début raté ne peut pas être remonté. Mais je pense que ce qui manque le plus dans ce pays, c'est effectivement du débat. Et je regardais ceux qui demandaient une primaire et j'écoutais leurs arguments parce que c'était intéressant. Ils demandent quoi ? En fait, ils demandent qu'on débatte. Et est-ce qu'il est
indispensable dans ce pays d'avoir 2, 3 ou 4 ou je ne sais personnes désignées, c'est-à-dire des stars, pour débattre. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se reposer la question dans cette République de débats entre les partis politiques, de vrais débats entre les parlementaires, d'organisation de débats? C'est ça quand ils proposent des primaires, c'est ça. Mais on ne dit il n'y a que... Vous êtes favorable aux primaires, vous? Moi, j'étais favorable aux primaires quand nous n'avions pas de président. Je trouve difficile à organiser des primaires avec un président de la République en exercice. Je trouve difficile. C'est peut-être pas impossible, mais aujourd'hui, je ne me mets pas dans cette situation. Mais ce que je trouve... On voit mal diriger une nouvelle opération militaire en Libye, s'il y en a une, et en même temps être candidat aux primaires l'après-midi. Voilà. Je trouve très triste dans ce pays que le seul moment où on estime qu'on puisse débattre, c'est quand il y a des primaires et une présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à débattre? Pourquoi est-ce que... Ça a demandé ça à Cambadélis. Voilà. Mais Cambadélis et d'autres. Je veux dire, au fond, vous avez raison. Il y a peut-être un vrai souci dans ce pays de débat politique. Et si on se réconcilie avec le débat politique, ce serait peut-être une bonne nouvelle. Puisque vous êtes chargé, évidemment, du Front social, notamment avec les fonctionnaires. On parlait des agriculteurs tout à l'heure. Vous représentez la Bretagne. À Saint-Lô, il y a des manifestations. La semaine dernière, c'était une grande partie des fonctionnaires qui étaient dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas, alors vous allez me dire que je noircis le tableau pour la majorité à laquelle vous appartenez, en plus Madame Taubira qui s'en va et qui écrit un livre, est-ce qu'il n'y a pas pour l'instant, puisqu'on employait tout à l'heure des métaphores saisonnières, est-ce qu'il n'y a pas quand même pour l'instant un hiver assez considérable du gouvernement et du président? Je pense que nous sommes dans une situation difficile. On est dans une situation très difficile depuis le 13 novembre. Une situation difficile, ça n'a rien à voir, heureusement, avec l'agriculture. Mais vous prenez l'agriculture. Il y a une crise du porc, par exemple. La crise du porc, c'est toute l'histoire de la Pologne et de l'Allemagne qui ont été plus touchés par la peste porcine. Et donc, du coup, on a fermé les ports de la Russie. Bref, quand est-ce qu'on les rouvre? Les Allemands et les Polonais disent qu'il faut réouvrir quand tout le monde pourra vendre en même temps. François Hollande va aller, avec Stéphane Le Foll, plaider le fait qu'on peut ouvrir, même si une partie est encore exclue. Je crois qu'il y a un match au niveau européen, pardonnez-moi cette expression de match qui est odieuse, mais il y a un débat au niveau européen. Il faut parler à Angela Merkel pour dire que c'est pas la peine d'attendre qu'on puisse ouvrir l'Allemagne et la Pologne pour ne pas ouvrir les autres marchés, parce que nous, on n'a il y a aucun risque sanitaire ici. Voilà, il faut discuter au niveau européen, il faut s'en sortir. Pour l'instant, c'est la colère. Le lait, bien sûr, c'est la colère. On va pas passer en revue tous les dossiers, mais parce que pour l'instant, c'est la colère qui domine. Mais on peut aussi passer des messages aux agriculteurs en leur disant on peut s'en sortir. Il va falloir, on peut ouvrir le marché russe le plus vite possible. Est-ce qu'il fallait sortir des quotas laitiers et avoir une surproduction de lait en Europe? Moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de discussions européennes justement sur les équilibres, les grands équilibres économiques, les équilibres en matière sociale, les équilibres fiscaux. Et donc le travail du président de la République qu'il fait peut-être trop à bas bruit parce qu'il y a trop de sujets qui effectivement sont très importants et interfèrent. C'est quand même d'obtenir de cette Europe qu'elle regarde les choses un peu plus sereinement et surtout plus efficacement. Merci Marlise Lebron, je suis désolé ce matin, je rappelle que vous êtes ministre de la décentralisation et de la fonction publique et que nous avons parlé évidemment majoritairement, mais parce que c'est l'actualité de cette affaire, donc de conversation parlementaire sur la déchéance de nationalité qui pourrait aboutir, c'est le conditionnel, à un congrès sur une majorité des 3/5 se dessine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. 8h29, bonne journée à vous.